Bien, alors pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons eu un problème technique à cause du PowerPoint et nous avons anticipé la pause et maintenant nous aurons 3 conférences et puis à la fin la discussion de toutes les conférences de ce matin. Mais maintenant tous les problèmes sont résolus et je vous présente notre prochain orateur, Aurélien Robert, qui est chargé de recherche au CNRS et directeur adjoint du Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours. Aurélien a écrit nombreux articles et il a édité plusieurs livres dont je ne cite que celui qui est le plus proche à sa conférence aujourd'hui, qui s'intitule en anglais « Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology », qu'il a édité avec Christophe Grellard. Alors aujourd'hui, il parlera aussi de l'atomisme, mais en considérant une époque antérieure, c'est l'atomisme avant la physique, début XIIe siècle. Merci beaucoup, John, et merci surtout à Alain pour l'invitation. Je suis très honoré et très heureux de pouvoir vous présenter l'état de mes recherches aujourd'hui, ici même. Alors, pour commencer, ça a déjà été évoqué plusieurs fois depuis hier. Comme vous le savez, Leibniz, dans les Essais de Théodicée, et je le cite, dit « Il y a 2 labyrinthes fameux où notre raison s'égare bien souvent. Les 2 labyrinthes, donc le labyrinthe de la liberté d'abord et le labyrinthe du continu. » Alors Olivier a évoqué le premier labyrinthe, si je puis dire. Marwan Rached, hier, nous a montré comment les 2 labyrinthes pouvaient trouver des solutions communes chez AOHM, par exemple. Pour ma part, je m'en tiendrai au second labyrinthe du continu, dans lequel je dois dire j'erre depuis une quinzaine d'années, et je n'en suis toujours pas sorti. Personne n'en sort, d'ailleurs, à mon avis. Donc ça va être difficile de vous présenter un véritable état des lieux. Je présenterai simplement un des chemins possibles, pour reprendre l'image prise par Olivier tout à l'heure, dans ce labyrinthe du continu. Comme l'a rappelé John dans sa gentille présentation, je me suis surtout intéressé dans ce débat médiéval sur le continu aux atomistes, c'est-à-dire à ceux qui défendent la thèse selon laquelle toute chose est ultimement composée d'indivisibles, c'est-à-dire d'atomes. Et j'ai plus spécifiquement travaillé sur le XIVe siècle, qui est le siècle que je connais le mieux. Mais en faisant l'archéologie de ce débat, j'ai été amené à remonter en amont, assez loin parfois, et c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'une de ces étapes dans l'archéologie de ce problème du XIVe siècle, qui était le mien au départ, en vous parlant donc du XIIe siècle et des débats, plus spécifiquement, qui agitaient les écoles parisiennes, ici même, quelque part entre Notre-Dame et la montagne Sainte-Geneviève, au tout début du XIIe siècle. Il s'agit, à mon avis, ce que j'aimerais vous montrer, d'un moment particulièrement important pour l'histoire de l'atomisme médiéval et qui éclaire en aval les théories ultérieures sur lesquelles j'ai pour l'instant travaillé. Donc il y eut des atomistes à Paris au début du XIIe siècle, c'est-à-dire avant que la physique d'Aristote ne soit traduite en latin, d'où mon titre. C'est-à-dire que les auteurs que je vais évoquer, principalement Pierre Abélard et l'école de Guillaume de Champeaux, ne lisaient pas la physique, ni le De Generatione de Corruptione, ni la métaphysique d'Aristote. Ils ne lisaient pas non plus Avicenne, Razali ou Averroès, qui allaient considérablement changer la donne au siècle suivant. Et pourtant, l'atomisme qu'ils défendent, donc en ce début de XIIe siècle, ressemble assez étonnamment à celui qu'on trouve au XIIIe siècle chez Robert Grossetête, par exemple, et au XIVe siècle chez un certain nombre d'auteurs, j'en cite seulement quelques-uns, mais Henri de Harclay, par exemple, Walter Chatton, Gérard Dodon, ou même Jean Wycliffe, pour une période encore plus tardive. Donc, cette première étape dans le débat sur le continu et sur l'atomisme en particulier nous donne accès, pour reprendre l'expression chère à Alain, à un premier état du complexe de questions-réponses, du CQR, donc de l'atomisme médiéval,
complexe qui sera ensuite, comme j'ai déjà dit, transformé, amendé, modifié par l'arrivée des traductions latines d'Aristote et surtout par les commentateurs arabes. Donc à mon avis, outre l'intérêt intrinsèque des positions de Guillaume de Champeau, de son école, et de Pierre Abélard, elles permettent aussi d'envisager une nouvelle mise en intrigue de l'atomisme médiéval, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. En fait, si on regarde l'historiographie de l'atomisme médiéval, ce qui existe, on a souvent considéré que le Moyen-Âge avait redécouvert l'atomisme au XIIIe siècle et surtout au XIVe siècle grâce à la physique d'Aristote. Pour le dire vraiment de manière caricaturale, en critiquant Aristote et ses commentateurs arabes, certains théologiens latins en seraient venus à défendre ceux que le Stagirite attaquait, à savoir les atomistes, en particulier Démocrite et Leucippe. C'est une position qu'on trouve avec des variantes chez John Murdoch ou même avant peut-être chez Anneliese Meyer. Mais ce scénario, selon moi, est assez improbable en vérité, car à ma connaissance, à une exception près, à savoir le franciscain Nicolas Bonnet, au XIVe siècle, personne ne défend l'atomisme de Démocrite, c'est-à-dire une forme de corpuscularisme, où les atomes seraient des petits corps. En fait, la quasi-totalité des atomistes au Moyen-Âge, latins, défendent au contraire ce que j'appellerais une forme d'atomisme mathématique, dans lequel les atomes ne sont pas des petits corps, mais des points géométriques. On est donc très loin en fait, du matérialisme antique de Démocrite, ou même d'Épicure ou de Lucrèce. Alors un autre scénario a été avancé, selon lequel l'atomisme mathématique latin serait un héritage de l'atomisme défendu dès le IXe siècle par certains Mutakallimun, à Bagdad notamment, qui identifiaient eux aussi les atomes à des points. Et on en a eu un exposé brillant hier par Marwan Rached. Et il est vrai que cet atomisme du calame était connu en latin par diverses sources, notamment par Avicenne. Par exemple, une partie de la physique du Shifa, traduite en latin à Burgos dans les années 1270, attaque directement cet atomisme du calame et présente avec force détail toutes les positions du calame et leurs arguments. Cet atomisme était aussi connu par la critique qu'en fait Maïmonide dans le Guide des Égarés, rédigé vers 1190 et traduit au XIIIe siècle, ainsi que, par exemple, dans le petit traité De Elementis d'Isaac Israéli, qui associe, pour le coup, le calame à Démocrite, en faisant, à mon avis, une erreur en faisant cela. Mais peu importe, c'était connu au XIIIe siècle. Mais l'existence d'une première matrice problématique dans le monde latin au début du XIIe siècle nous invite à voir les choses un petit peu autrement. C'est-à-dire, au XIIIe siècle, en effet, les sources arabes, en particulier Razali, vont considérablement transformer le premier complexe de questions-réponses élaboré au XIIe siècle. Mais je me demande si la raison pour laquelle l'atomisme du calame a pu trouver un écho favorable chez les théologiens chrétiens au XIIIe et au XIVe siècle, surtout au XIVe d'ailleurs, ne vient pas plutôt d'un fond commun à l'atomisme latin du XIIe siècle et à l'atomisme arabe du calame. C'est-à-dire une similitude structurelle liée, à mon avis, à des sources partagées de part et d'autre. Car là aussi, pour ce qui est du calame, plusieurs hypothèses ont été avancées sur l'origine de l'atomisme des Mutakallimun. Démocrite via Aristote, la même hypothèse que pour le monde latin, Épicure via Sextus Empiricus, Galien et la médecine, l'atomisme indien. Et sans doute toutes ces hypothèses sont-elles partiellement vraies, mais j'ai l'impression, il faudrait le démontrer, je ne le ferai pas aujourd'hui, que le CQR des atomistes arabes est assez proche au fond du CQR des atomistes latins du XIIe siècle. Et parmi les sources communes, j'en mentionnerai une, il pourrait en tout cas avoir celle-ci, l'arithmétique du mathématicien néo-pythagoricien Nicomaque de Géraz, connu à la fois en arabe et en latin, la tradition est bien étudiée, et connu des atomistes et cité de part et d'autre de la Méditerranée. Et alors, cette arithmétique néo-pythagoricienne se présente comme un traité permettant de mieux comprendre le Timée de Platon, c'est-à-dire la création de la matière à partir d'archétypes mathématiques. Mais là où le Timée s'arrêtait aux figures minimales planes, Nicomaque propose d'aller jusqu'au point, véritable unité d'où découlent toutes les figures, y compris les solides à 3 dimensions, c'est-à-dire les corps. Alors je m'en tiendrai aujourd'hui au côté latin, en vous montrant rapidement comment s'est constitué donc, ce complexe de questions et de réponses autour de cet atomisme néo-pythagoricien dans l'école de Guillaume de Champeau et de Pierre Abélard, non pas contre Aristote,
mais d'une certaine manière avec lui. Car comme j'aimerais le montrer, ce n'est pas tant ou pas seulement, du moins dans les commentaires au De Arithmetica de Boès, j'en dirai un mot, qui n'est pourtant qu'une traduction, adaptation latine du traité éponyme de Nicomaque de Géras, que s'est développé l'atomisme du XIIe siècle, mais aussi et surtout dans les commentaires sur les catégories d'Aristote. Autre source commune possible avec l'atomisme du calame. Et c'est là, dans les commentaires aux catégories, que les philosophes du XIIe siècle vont confronter la position d'Aristote dans le chapitre sur la quantité avec le commentaire de Boès aux catégories, avec son De Arithmetica, qui est en fait une traduction de Nicomaque, mais aussi avec certains textes de Macrobe. Donc un mot pour commencer sur cet atomisme que j'appelle néo-pythagoricien, car associer l'atomisme et le pythagorisme ne va pas de soi. À vrai dire, c'est Paul Tannéry, je crois, qui le premier formula cette hypothèse dans son livre pour l'histoire de la science hellène. Dans ce livre, il suggérait que l'invention géniale des paradoxes de la dichotomie ou du mouvement chez Zénon d'Élée reflétait en réalité un affrontement antérieur entre philosophes éléatiques et philosophes pythagoriciens. Ces derniers défendant, au contraire des premiers, une forme d'atomisme, et alors je cite le texte de Tannéry. Quel était donc le point faible reconnu par Zénon dans les doctrines pythagoriciennes de son temps? La clé nous est donnée par une célèbre définition du point mathématique, définition encore classique au temps d'Aristote, mais que les historiens n'ont pas considérée assez attentivement. Pour les pythagoriciens, le point est l'unité ayant une position, ou autrement, l'unité considérée dans l'espace. Il suit immédiatement de cette définition que le corps géométrique est une pluralité, somme de points, de même que le nombre est une pluralité, somme d'unités. Or, une telle proposition est absolument fausse. Vous voyez, l'atome des pythagoriciens, selon Tannéry, serait donc un point, une entité privée d'extension, quoique située dans l'espace, et de cette opposition qu'il trace, première, entre une ontologie moniste d'un côté et le pluralisme de la multiplication de l'unité ou du point dans l'espace de l'autre, serait née à la fois de cette confrontation la théorie corpusculaire de Démocrite, d'un côté, et l'atomisme mathématique du Timée de Platon. C'est l'hypothèse de Tannéry. Alors, cette alternative pythagoricienne, dans ce débat antique, serait néanmoins un échec, selon Tannéry, en raison d'une erreur philosophique fondamentale. Selon cette théorie, non seulement les grandeurs continues seraient ontologiquement constituées d'entités sans dimension, sans grandeur, le point, ce qui est paradoxal, selon Tannéry, mais il faudrait en outre penser la quantité continue, qu'il s'agisse des corps, des mouvements, du temps ou de l'espace, sur le modèle de la quantité discrète, et plus spécifiquement du nombre. Ce qui constitue non seulement une erreur catégoriale, aux yeux de Tannéry, mais une erreur tout court, si je puis dire, parce que pour lui c'est tout simplement impossible. Car alors il n'existerait que des collections, c'est-à-dire des totalités discrètes, dont les parties ne pourraient entrer en relation de continuité. Donc accepter l'atomisme, même sous cette forme mathématique, reviendrait à renoncer purement et simplement à la continuité du monde. Tout serait discret. Alors l'hypothèse de Tannéry fut rapidement reprise, notamment par Francis Cornford et bien d'autres, et fit naître un débat historiographique chez les antiquisants sur l'existence historique de cet atomisme dit pythagoricien, qu'on appelle atomisme des points unités, point unit atomism, ou atomisme numérique, numerical atomism, dans le débat qui est essentiellement anglo-saxon. Alors à ma connaissance, aujourd'hui, plus personne ne défend l'hypothèse historique de Tannéry, c'est-à-dire sur l'existence réelle d'un atomisme à l'époque de Pythagore, puisque Tannéry, comme Cornford, se fondait sur quelques passages seulement de la métaphysique d'Aristote pour l'affirmer. Et on n'a pas d'autres traces, finalement, historiques. Il est désormais acquis que l'atomisme des points unités est une construction plus tardive, néo-pythagoricienne, et qui a largement subi l'influence du platonisme. La critique s'accorde donc à présent pour distinguer d'une part une théorie cosmologique des nombres, rattachée à l'idée d'harmonie, et qui fut probablement défendue à l'époque de Pythagore, et d'autre part la dérivation des grandeurs corporelles à partir du point, qui serait le fait d'auteurs néo-pythagoriciens et même platoniciens. On pense à Jamblique et Proclus, par exemple, pour la partie platonicienne. Alors, ceci étant dit, un des exposés les plus détaillés de cet atomisme néo-pythagoricien se trouve donc dans l'introduction arithmétique de Nicomaque de Géras, donc un mathématicien grec du IIe siècle de notre ère. Et dès les premiers paragraphes de ce texte, Nicomaque se place sous l'égide de Platon, avant de présenter une théorie des nombres qui s'applique à l'ensemble des figures géométriques, censée décrire donc l'ordre du monde créé.
Et aux figures géométriques élémentaires du Timée sont attribuées des valeurs numériques. Il existe des nombres linéaires, des nombres carrés, cubiques, etc. Et le point y est défini comme un atome et comme une unité dans l'espace. J'en viens maintenant au Moyen-Âge latin. Le principal passeur, je l'ai déjà dit, de cette conception néo-pythagoricienne est Boès. C'est-à-dire qu'Apulée avait préparé une première traduction latine de l'introduction arithmétique de Nicomaque de Géraz, probablement encore connue de Cassiodore et mentionnée par Isidore de Séville. Mais le succès des œuvres de Nicomaque dans le monde latin s'explique d'abord par la diffusion massive de la traduction adaptation. Il y a très peu de différence en réalité de Boès, donc on a plus de 180 manuscrits et qui a été très commenté. Là, Irénée Caiazzo a bien étudié les commentaires, notamment du XIIe siècle. Alors, cette réussite philosophique s'explique notamment par le fait que cette institution arithmétique, et aussi le De Musica d'ailleurs, qui est aussi une adaptation de Nicomaque, permettent une synthèse inédite et commode entre la théorie platonicienne des formes séparées et la théorie pythagoricienne des nombres, mais aussi entre la théorie de la création démiurgique du Timée et les œuvres de Genèse d'Augustin, notamment le De Ordine, le De Musica, et même le commentaire de la Genèse au sens littéral, qui sont tous trois encore assez marqués par l'influence non seulement platonicienne, mais aussi de cette arithmétique néo-pythagoricienne. Alors la version boétienne de ce que j'appellerais cette théologie arithmétique est très claire. Boès y défend la supériorité et la primauté absolue de l'arithmétique sur les autres formes de savoir. Elle est première en soi parce que Dieu a créé le monde à partir d'archétypes faits de nombres. Elle est aussi première pour nous, car sans elle, point de géométrie, point de musique, point d'astronomie, et il semble dire même point de philosophie d'une certaine manière. Voici ce que dit Boès, mais je vois que le temps passe, je vous laisse lire le texte par vous-même. La géométrie est donc subordonnée à l'arithmétique, et les nombres dont l'arithmétique s'occupe précèdent la création du monde dans les idées divines, mais une fois concrétisés dans la matière, ce ne sont plus des nombres, mais des points, ou des sommes de points dans l'espace. Pour le montrer, Boès, à l'instar de Nicomaque, procède en deux temps, traitant d'abord des nombres dans le livre 1, avant d'expliquer ce qu'il appelle la génération, la generatio des figures géométriques, triangles, carrés, etc., à partir des nombres et plus spécifiquement de l'unité et de la dyade. Ça, c'est dans le livre 2. Donc l'idée générale est la suivante. Les solides sont composés de surfaces, les surfaces de droite, les droites de points, et les points ne sont que des unités dans l'espace, comme le disait Tannéry. Donc je cite encore Boès. L'unité joue donc le rôle du point. Elle est le principe de la dimension et de la longueur, mais elle ne possède elle-même ni dimension ni longueur, de même que le point est le principe... Oui, c'est ça. De la ligne, sans être lui-même ni dimension ni ligne. Et Boès continue. Il est clair que le point lui-même, qui n'a ni la grandeur du corps ni aucune dimension, puisqu'il est privé de longueur, de largeur et de profondeur, est le principe de toutes les dimensions, insécable par nature. C'est ce que les Grecs appellent atomon, c'est-à-dire tellement petit et infime qu'il est impossible d'en trouver une partie. Alors que faire maintenant du problème soulevé par Tannéry ? Comment maintenir la continuité des figures géométriques et des corps en leur appliquant un modèle arithmétique fondé sur l'adjonction d'unités, c'est-à-dire sur le modèle de la quantité discrète ? Alors Boès ne répond pas vraiment à cette question et rappelle même un argument de la physique que lui connaissait, même s'il ne l'a pas traduite, qui contredit cette possibilité. Je cite, « Un point réuni à un point ne produit aucune dimension. C'est comme si on ajoutait un rien à un rien, car des riens ne peuvent rien engendrer. N'étant pas lui-même étendu, le point ne saurait donc être considéré comme une unité relativement à la droite. C'est un 0 et non un 1, et une somme de 0 est nulle. » Et pour tout commentaire, Boès se contente d'affirmer que la quantité commence avec le nombre 2, la dyade, dans la première dimension, c'est-à-dire la longueur, laissant inexpliqué le passage de la monade, qui est en fait un 0 dans l'espace, à la dyade, première ligne et première dimension dans l'espace. Donc le point serait une sorte de premier principe situé en dehors de la série des quantités qu'il fait naître. La quantité, elle, commence avec le nombre 2, c'est-à-dire des quantités faites de moins 2 entités. Et c'est là, j'arrive au Moyen-Âge du XIIe siècle, le principal problème légué aux auteurs du début du XIIe siècle. C'est-à-dire qu'il leur faut expliquer cette dérivation transitive des corps solides à partir des surfaces, des droites et finalement des points unités. Alors on trouve évidemment des réflexions très intéressantes dans les commentaires au De Arithmetica qu'Irénée Caiazzo a déjà bien étudié, mais c'est aussi dans les commentaires aux catégories d'Aristote que l'on trouve des développements, à mon avis, les plus aboutis, les plus intéressants sur ce sujet. En fait, il faudrait mettre tout ensemble, tous les commentaires ensemble. Mais je vais m'attarder sur les commentaires aux catégories. Il y a sans doute plusieurs raisons à cela. Pourquoi dans les catégories ?
Une raison lointaine d'abord. Comme vous le savez, certains auteurs néoplatoniciens, comme Jamblique ou Syrianus par exemple, attribuent le texte des catégories au pythagoricien Archytas de Tarente. Et dans sa traduction commentée, Boès s'y refuse, cite cette opinion, s'y refuse, à l'instar de Thémistius, tout en annonçant la rédaction d'un second commentaire, soit perdu, soit, comme le pense John Marenbon, jamais écrit, dans lequel il révélerait l'enseignement des pythagoriciens, ce qu'il appelle la scientia pythagorica, qu'il définit comme le savoir le plus parfait. Alors peut-être les commentateurs des catégories du XIIe siècle étaient-ils tentés d'aller chercher cette scientia pythagorica que Boès n'a jamais écrite dans un autre texte qu'il pensait être de Boès alors qu'il était de Nicomaque, à savoir l'arithmétique, et qui avait évidemment dès le début des citations de Platon et de Pythagore. Une autre raison tient au contenu même du chapitre 6 des catégories. Ne connaissant pas encore la physique d'Aristote, les commentateurs du XIIe siècle lisaient dans ce chapitre sur la quantité une doctrine du continu sensiblement différente de ce qu'on peut lire dans la physique ou le De Generatione. Dans les catégories, il n'est pas question de mouvement. En fait, on ne trouve qu'une description ontologique et statique du continu. Il n'est pas non plus question de vide, ni même d'infini. Aristote, et je vous laisse lire le texte si vous voulez, donne seulement 2 critères, en réalité, pour distinguer les quantités continues et discrètes. Le premier définit la continuité par une relation particulière entre les parties et le tout. Un tout est continu lorsque ces parties ont une extrémité en commun, un même terminus en latin. Au contraire, les parties d'une quantité discrète, comme celle du nombre par exemple, n'ont pas d'extrémité commune. Et le second critère, c'est ce qui va permettre, à mon avis, aux commentateurs latins de faire un pas vers l'atomisme néopythagoricien, c'est qu'à l'exception du temps, explique Aristote, dont les parties ne subsistent pas dans l'être et n'ont pas de réalité spatiale, évidemment, les quantités continues telles que la droite, la surface, les solides ou le lieu ont des parties qui ont des positions relatives dans l'espace, tandis que les parties des quantités discrètes et du temps n'ont pas de position spécifique. En coupant un segment en 2, chaque partie occupe une position dans l'espace relativement à l'autre, alors qu'évidemment, dans une somme arithmétique, par exemple, les quantités additionnées n'ont ni ordre ni position, puisque l'addition est commutative. Ces 2 critères, à mon avis, invitaient donc à traiter la question de la quantité et du continu en termes ontologiques, ou métaphysiques même, et non physiques, et surtout en termes méréologiques et, pourrait-on dire, topologiques. Alors la difficulté pour les commentateurs du XIIe siècle naît donc précisément de la confrontation entre 2 modèles offerts par un même auteur, à savoir Boès. En fait, Boès et Nicomaque. D'un côté, il affirme dans son commentaire aux catégories que les points sont de simples extrémités des parties du continu. De l'autre, dans le De Arithmetica, il décrit la dérivation de toutes les figures géométriques à partir du point. Et c'est une théorie qui est corroborée, selon certains commentateurs, par Macrobe, qui décrit la ligne comme le déploiement du point. Alors, bien que Boès lui-même, comme je l'ai déjà dit, ajoute quelques arguments extraits de la physique d'Aristote, contre l'atomisme donc, les premiers atomistes du XIIe siècle vont tenter de montrer que les points sont non seulement ordonnés dans l'espace, deuxième critère des catégories, mais qu'ils peuvent être considérés comme des parties, et même des parties essentielles d'un tout continu, reliées entre elles par un terme commun, premier critère des catégories. Et pour être tout à fait précis, on trouve dans les commentaires que je vais finalement évoquer 2 types d'atomisme. L'atomisme que j'ai appelé néopythagoricien, c'est-à-dire des points unités, chez Guillaume de Champeau par exemple et son école, et Pierre Abélard, et une théorie des lignes insécables chez des auteurs anonymes, des quidam mentionnés dans ces commentaires. Et c'est une théorie qui n'est pas sans évoquer la théorie des lignes insécables des néoplatoniciens, qui pourtant, à ma connaissance, n'étaient pas connus à l'époque. Alors, il existe énormément de commentaires aux catégories à cette époque. John Marenbon en a donné un catalogue complet, on en a plus d'une trentaine. Pour la plupart, enfin certains en tout cas, ont été édités par notre collègue japonais Yukio Iwakuma. Et en regardant quelques-uns de ces commentaires, pas tous, notamment sur ce chapitre précis, le chapitre 6 sur la quantité, dont certains ont déjà, heureusement, été étudiés par Yukio Iwakuma, John Marenbon, Peter King ou encore Irène Rosier-Katash et j'en passe, on voit, à mon avis, clairement se constituer le questionnaire sur l'atomisme que j'ai évoqué jusqu'ici, et certaines réponses qu'il donne se retrouvent encore au XIIIe et au XIVe siècle. Alors pour finir cette présentation, parce que je vois que le temps passe, je vais essayer d'aller vite, permettez-moi de présenter simplement quelques éléments du tout début de ce débat parisien
dont Pierre Abélard est un témoin privilégié. C'est particulièrement clair dans sa Dialectica, rédigée avant 1117, mais aussi dans la Logica Ingredientibus, qui est un peu plus tardive. Mais dans la Dialectica, en tout cas, Abélard fait allusion au débat qu'il a entendu à Paris, et, chose rare, sur la question du continu, il paraît d'accord avec son maître Guillaume de Champeaux, qu'il cite comme son maître, Magister Noster. Et en comparant donc les citations de la Dialectica avec certains commentaires aux catégories, en particulier commentaires qu'on appelle C8 dans la numérotation proposée par John Marenbon, Yukio Iwakuma a pu retrouver en effet la trace de ces positions attribuées au Magister Noster dans C8, et la plupart sont même dans une version de C8 qu'on appelle la version V. Voilà les quelques commentaires que je vais évoquer maintenant. Donc le commentaire qu'on appelle C8, c'est un commentaire composite dont nous connaissons plusieurs versions, qui donne plusieurs positions qui sont parfois contradictoires, mais qui ont été défendues, selon l'hypothèse la plus vraisemblable, dans l'école de Guillaume de Champeaux, avant que ce dernier quitte Paris pour Châlons, donc avant 1113. Et on distingue dans ces 8 au moins 3 positions distinctes sur le continu et les indivisibles. La version V, en tout cas, nous donne la théorie commune à Guillaume de Champeaux et Pierre Abélard, qui dit être d'accord sur ce point avec son maître, selon laquelle le continu est composé de points. Donc Abélard et Guillaume de Champeaux sont des atomistes néo-pythagoriciens, si vous voulez. Alors, nous apprenons aussi dans V que d'autres maîtres anonymes donc, défendaient une autre théorie, la théorie des lignes que j'appelle lignes minimales ou lignes insécables, et d'autres encore, une position plus proche de celle de Boès dans son commentaire aux catégories, selon laquelle les points sont de simples termes des quantités et des parties du tout. Je vais seulement m'intéresser pour finir aux positions atomistes stricto sensu. Comme je l'ai dit, le débat porte en premier lieu sur la structure ontologique du continu d'un point de vue méréologique. Et une des objections contre l'atomisme rapportée par Boès était que les points ne peuvent constituer le continu, car ils sont comme des zéros du point de vue de la quantité et non des unités. Or, un des problèmes qui traverse la plupart des commentaires au chapitre 6 des catégories du début du XIIe est celui du rapport entre les propriétés des parties et celles du tout. Faut-il que les parties d'un tout aient une certaine... des tout qui ont une unité forte, partagent avec leurs parties une certaine propriété. Et faut-il que les parties d'une quantité soient elles-mêmes quantitatives? Et faut-il encore que les parties d'une quantité continue soient elles-mêmes continues? Etc. Alors, une première solution à ces questions a été trouvée par 2 commentateurs anonymes, probablement antérieurs à Guillaume de Champeaux. Il s'agit donc de C5, dans le catalogue de John Marenbon, qui a été attribué puis désattribué à Pierre Abélard, et du traité dit de Limoges, partiellement édité donc, par Yukio Iwakuma. Selon ces 2 anonymes, très proches l'un de l'autre, les parties d'une totalité doivent nécessairement partager une propriété principale avec le tout, au moins une propriété. Il faut donc accepter que les points, et même les unités, soient des quantités simples, par opposition aux quantités complexes qu'ils composent, comme la ligne faite de 2 points ou plus, comme nous dit le traité de Limoges, par exemple. Il y a donc, poursuit le traité de Limoges, des quantités continues, simples et composées, comme le point et la droite, l'instant et le temps, etc. De même qu'il y a des quantités discrètes, simples et composées, comme l'unité et les nombres, les lettres et les mots, etc. Alors, ce qui fait la continuité ou la discrétion dépend donc de la nature des parties et de la relation qui les unit. Et le résultat est une théorie tout à fait étrange, à mon sens, puisque ces 2 auteurs, vous voyez dans le texte que je projette, sont amenés à redéfinir le point comme une brevissima quantitas continua componens lineam. Non seulement les points doivent avoir une quantité, c'est le problème soulevé par Marwan Rached hier sur la composition à partir du point d'une quantité, en fait. Non seulement les points ont une quantité, mais ils sont des quantités continues, ce qui est très bizarre. Théorie assez étrange, et il faut l'avouer, en fait, les motivations de ces 2 auteurs ne sont pas tout à fait claires. Et comme l'a remarqué par ailleurs Yukio Iwakuma, dans l'analyse de ces passages, ils disent parfois des choses encore plus étranges. Par exemple, que les noms dans la catégorie de la quantité signifient la substance et non seulement l'accident de la quantité. Ce qui pourrait peut-être expliquer, selon moi, pourquoi le point, pour eux, n'est pas le point mathématique, mais quelque chose comme l'équivalent du point du côté de la substance. Mais difficile d'en savoir plus, puisqu'ils n'en disent pas grand-chose de plus.
J'ai mentionné ces deux anonymes parce qu'il me semble que la version V de C8, proche de la position donc attribuée à Guillaume de Champeau par Pierre Abélard, se propose précisément de clarifier des positions comme celle de C5 ou du traité de Limoges. Il reprend en effet l'idée principale de C5, selon laquelle toute totalité est composée de parties simples. Il demande ensuite explicitement si les points, les unités et les autres entités simples sont des quantités. Et l'auteur de C8V répond affirmativement, mais contrairement à C5, il considère le point, l'unité et l'instant comme des quantités ni discrètes ni continues. À mon avis, c'est une innovation conceptuelle, en quelque sorte, nec continua, nec discreta. Par là, il veut dire que les points, comme d'ailleurs les lignes minimales composées de 2 points, ont part à la quantité, à la fois discrète et continue. Ce sont des quantités, poursuit-il, parce que l'unité compose tous les nombres, et donc en tant que partie, il doit posséder une propriété du tout. Et l'auteur d'ajouter à la fin, bon, j'ai vraiment coupé le texte, hein, c'est peut-être pas très facile à comprendre comme ça, mais qu'il en va de même pour la relation entre le point et la ligne. Donc, le rapport entre l'unité et le nombre serait le même qu'entre le point et la ligne. Donc, on retrouve bien l'atomisme néo-pythagoricien. Mais ensuite, l'auteur de C8V distingue deux théories possibles. Celle qui affirme que la droite est composée in fine de points, et celle qui affirme qu'en réalité, elle est composée de petites lignes, ex lineolis. Alors, selon C8V, certains ont été conduits à la théorie des petites lignes à cause des arguments exposés par Boès dans son commentaire aux catégories et son De Arithmetica. Les points ne seraient que les termes des droites, y compris des droites minimales composées de 2 ou de 3 points, selon les théories. Là encore, il y a plusieurs théories. Cela leur permet en outre de répondre à l'argument tiré d'Aristote selon lequel un point ajouté à un point ne produit pas de quantité. Il en faut au moins 2. C'est la position de Boès sur la dyade. Mais, ajoute l'auteur de C8V, après avoir présenté tout cela, d'autres allèguent encore l'autorité de Macrobe, car ce dernier affirme que la ligne est produite par l'écoulement du point. Théorie aussi très fréquente dans le néo-platonisme. Alors C8V, lui, penche pour l'atomisme des points unités, et parmi les arguments qu'il avance, je n'en donne qu'un, mais c'est celui qui lui semble le plus décisif, et qui sera d'ailleurs repris verbatim par Abélard dans sa Dialectica. Le voici, une partie du moins. À chaque fois que l'on divise une droite, des points apparaissent, y compris dans la théorie, dans l'interprétation boétienne des catégories. Des points apparaissent aux extrémités de chacune des parties, et même Boès admet leur existence. Or, si l'on divisait entièrement la ligne, on découvrirait des points partout. Soit on dit que ces points étaient déjà contenus essentiellement dans la droite, soit qu'ils sont des accidents de la droite, dus à la section de la droite, soit encore qu'ils ont été créés de novo par la division. Et pour l'auteur de C8V, ces points font nécessairement partie de l'essence de la droite. Il est inconcevable de ne pas penser qu'ils n'étaient pas déjà dans la droite et qu'ils y sont partout. Même si l'on continuait, dit-il, d'affirmer qu'une droite est composée de petites droites, celle-ci n'en serait pas moins composée de points qui sont au moins leurs principes et leurs termes, même s'il n'y en a que 2. Donc les points précèdent ontologiquement, au moins comme des repères dans l'espace, toute figure géométrique. Concernant le rapport entre quantité et substance, qui était problématique dans C5 et le traité de Limoges, à peine abordé même, C8V affirme à plusieurs reprises l'existence d'une sorte de relation d'équivalence entre le niveau substantiel et le niveau quantitatif. Par exemple, à la question de savoir si tout corps substantiel possède 3 dimensions, il répond que non. Enfin, ce n'est pas tout à fait clair, à vrai dire, il faudrait discuter notamment la dernière phrase de ce texte. Mais en tout cas, il dit qu'il existe un corps substantiel si petit qu'il serait absolument indivisible, comme un atome. Alors le passage est bref, peut-être un peu contradictoire, notamment la fin. Il va dire qu'il n'aurait pas 3 dimensions, alors que c'est un corps, ce qui est assez difficile à comprendre. Pour finir, je dirais qu'on retrouve exactement donc, ces arguments dans la Dialectica d'Abélard et dans une certaine mesure dans la Logica Ingredientibus. Je ne vais pas commenter les textes, mais je vous en mets un à l'écran. On retrouve les mêmes arguments. On retrouve, comme dans C8V, l'homologie entre structure mathématique de la quantité et structure du sujet réel et matériel de la quantité. Vous l'avez là, par exemple. Abélard, en fait, se sépare de Guillaume de Champeau quand il passe au temps et à la quantité discrète.
Là, on a, à mon avis, des différences plus fortes, mais sur le continu, il semble tout à fait d'accord. Les quantités continues, dit Abélard, parlant de Guillaume de Champeaux et disant qu'il est d'accord, sont des individua composita, dont les constituants ultimes sont des points, qui sont eux-mêmes comme des unités dans l'espace. Alors pour conclure, je dirais juste que, contrairement au jugement de Tannéry, les atomistes du XIIe siècle, mais aussi ceux du XIIIe, du XIVe siècle, et aussi certains moutazilites, pensent pouvoir conserver à la fois les atomes et le continu. Personne ne dit qu'il n'y a que du discret. Aucun des atomistes, ni chez les Arabes, ni au XIIe, ni au XIIIe, ni au XIVe siècle, à ma connaissance, à part peut-être Nicolas d'Autrecourt. Et ils le font grâce à un modèle mathématique qui paraît certes faible et même faux de notre point de vue contemporain, mais qui a eu, à mon avis, un impact considérable sur la philosophie médiévale et en théologie, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, et dans les mondes grecs, arabes et latins. Je vous remercie.